c'est un plaisir d'être là pour parler de ce sujet passionnant qui est l'éducation en Afrique. Donc, sujet que j'ai choisi, mais qui m'a pas été imposé parce que un sujet qui me passionne depuis extrêmement longtemps. Moi, je vais en Afrique depuis trop longtemps pour que je révèle ça. Je suis tombé amoureux de ce continent il y a presque une trentaine d'années. Et j'ai vu ce continent se transformer de façon extrêmement forte au cours de ces 30 ans, et particulièrement au cours de ces 15 dernières années. Je ne sais pas si vous avez forcément une perception claire de ça, mais l'Afrique, c'est un continent qui a connu une croissance de 1% par an entre 1960 et 2000, et de fait, c'était une croissance qui était nettement inférieure à la croissance démographique, et les Africains de 2000 étaient 2 fois plus pauvres que les Africains de 1960. Donc c'est un continent qu'on a appelé longtemps le continent maudit, et de fait, il y a eu une déliquescence du système éducatif qui s'est accentuée, je pense, au début des années 2000, et puis ce qui s'est passé, c'est qu'à partir de 2000, les choses se sont renversées, la croissance s'est mise à s'accélérer, la croissance 2014 de l'Afrique était de 6%, et aujourd'hui, les indicateurs avancés de la Banque mondiale nous laissent penser qu'elle sera de 7% cette année, en faisant la première zone de croissance de la planète. Donc ça, c'est une perception qu'il faut avoir, et c'est un développement qui est amené à se maintenir dans les 10 ou 15 prochaines années, parce que globalement, les indicateurs sont généralement très bien orientés. Alors, l'origine de cette croissance, avant de parler d'éducation, je pense que c'est important de l'expliquer, parce que cette origine, c'est les gains d'opportunités. Les gains d'opportunités, c'est le numérique. Et il faut comprendre que la croissance, d'une façon générale, elle a plusieurs natures au travers des révolutions industrielles. Les 2 précédentes révolutions industrielles, la croissance, c'est la croissance des machines. Première révolution industrielle, le machine à vapeur. Deuxième révolution industrielle, le moteur à explosion. La 3e révolution industrielle, qui commence maintenant, à mon sens, c'est une révolution de l'information. Et j'aime souvent, quand je fais des conférences, évoquer l'Afrique pour montrer la nature de cette révolution, parce que la raison du développement de l'Afrique, c'est l'information. Pourquoi ? Parce que quand on a cherché à expliquer pourquoi il y a eu un développement soudain du continent africain, on a fait appel à des économistes néoclassiques qui nous ont expliqué que c'était les matières premières, au départ. C'est-à-dire le fait qu'il y avait beaucoup de matières premières en Afrique, et qu'évidemment, comme le monde avait besoin de ces matières premières, ça expliquait la croissance africaine. Et si vous faites un exercice de calcul extrêmement simple, vous allez vous rendre compte que l'output en matières premières africain ne peut représenter au maximum que 2% de la croissance du PIB africain. C'est comme ça a été fait à maintes reprises, c'est la démonstration qui a été faite. Donc on n'a pas l'explication de la croissance africaine au travers des matières premières. Et puis il y a eu un travail qui a été fait par la London School of Economics en 2004, ça a duré plusieurs années, mais ça a commencé en 2004, qui a été extrêmement probant, qui a démontré qu'il y avait une corrélation entre la mise en œuvre des réseaux de télécommunications mobiles en Afrique et le développement de l'Afrique. Pourquoi ? Parce que ces réseaux n'ont pas été installés ils ont été installés à différents moments, et on a vu exactement de façon corrélée l'apparition de bulles de croissance à ces endroits-là, dans les pays où on installait des réseaux de télécommunications. Et pour moi, c'est la démonstration évidente de cette théorie des gains d'opportunités qui existent en économie, qui est que quand dans un continent il y a peu d'infrastructures, on met des systèmes d'information, eh bien, on facilite l'émergence des gains d'opportunités. Alors les gains d'opportunités africains, c'est quoi ? Eh bien, c'est un truc très simple qu'on expérimente tous les jours aujourd'hui en Afrique. Quand vous êtes un fermier, que vous récoltez votre champ, vous avez une grosse quantité de récolte, eh bien, il faut savoir comment vous allez l'optimiser. Si vous allez sur le marché qui est juste à côté, vous risquez de vous retrouver sans capacité de stockage, avec une surabondance, parce que vous êtes dans une zone agricole, de produits à distribuer, donc des prix extrêmement bas, des surplus de stock, et finalement, une perte d'opportunité économique. Quand vous avez un téléphone mobile, vous pouvez donner 3-4 coups de fil, et vous allez savoir où c'est le mieux pour soit stocker votre grain, soit pour aller le vendre sur un marché où il y a une vraie demande, et donc équilibrer l'offre et la demande. Ça a l'air de rien, mais dans un pays comme l'Ouganda, j'en reparlerai tout à l'heure, ça a accru de 30% la valeur qui est distribuée aux paysans en l'espace de 5 ans. Et on a ça dans tous les domaines. Si, dans les domaines non marchands, si vous êtes une femme, vous avez un enfant qui est malade, si vous n'avez pas de téléphone mobile, vous êtes au Libéria, il y a 200 médecins pour tout le pays,
Donc vous êtes condamné à vivre votre sort. Si vous avez un téléphone mobile, vous pouvez appeler quelqu'un qui a une connaissance dans le domaine médical et qui vous donnera des conseils qui auront une valeur infinie par rapport au contexte dans lequel vous vous situez. Ça, c'est très important parce que c'est le début, c'est proto-numérique, c'est-à-dire qu'on est, c'est de la voix, du texte, et ce développement est en train d'accélérer. Moi, l'exemple que je donne assez souvent à l'égard de la première phase numérique, c'est celui de M-Pesa. M-Pesa, vous connaissez tous, je pense, c'est du mobile banking. C'est apparu au Kenya en 2007, et en l'espace de 8 ans, ça fait quelque chose d'absolument incroyable. Je pense que c'est le plus grand succès commercial dont j'ai jamais entendu parler. C'est-à-dire que vous avez aujourd'hui 60% des Kenyans, jeunes et vieux, qui utilisent M-Pesa. En termes de flux monétaire, c'est plus important que l'argent papier. Et donc, c'est utilisé dans tout un tas de cas où les gens refusent d'être payés en argent liquide parce qu'ils considèrent que c'est plus sûr, notamment parce que vous avez une traçabilité des transactions d'utiliser M-Pesa. Et ça permet des externalités économiques extrêmement nombreuses. C'est-à-dire que la première d'entre elles, c'est que quand vous prenez de l'argent qui est sous le matelas et vous le mettez sur le compte en banque, eh bien vous avez des assets visibles de la Banque centrale qui sont plus importants, et ça a abaissé le taux, le coût de l'accès au crédit de la Banque centrale, bien sûr, et comme ils ont gardé le même taux de spread auprès des Kenyans, le Kenya est un des pays d'Afrique de l'Est où le taux d'emprunt est le plus bas qui soit. Il est de l'ordre de 8%, la moyenne c'est plutôt 12-14% en Afrique de l'Ouest pour du crédit à la consommation. Et donc ça, ce sont des choses qui sont évidemment extrêmement louables, et je pense que ça nous donne un indice de la façon dont on peut faciliter le développement du continent africain actuellement. Alors, il faut savoir que le continent africain explose dans tous les domaines. C'est à peu près un continent, on considère qu'il y a à peu près 960 millions d'Africains actuellement, et il n'y a que à peu près 3% d'Africains dans le supérieur, donc ils font des études supérieures. Le chiffre est assez, j'ai trouvé des chiffres assez variables qui vont de 3 à 5 millions, mais ça nous donne une idée de là où on en est actuellement. Et la particularité des étudiants africains, c'est qu'ils ont une diaspora étudiante qui est importante. Il y a aux alentours de 400 000 étudiants africains qui sont dans des universités à l'étranger. Alors, c'est parfois en Afrique. Les deux grandes zones d'éducation en Afrique, c'est l'Afrique du Sud, qui détient les meilleures universités dans les classements de type Shanghai en Afrique. Et puis, quantitativement parlant, l'autre zone, exactement à l'opposé, c'est l'Égypte, qui est également une grande zone universitaire. Les autres zones qui étaient auparavant l'Algérie se sont déclassées et accueillent beaucoup moins d'étudiants qu'auparavant. Et l'autre endroit qui évidemment est un lieu d'accueil des étudiants étrangers, c'est la France. La France accueille 30% des étudiants africains étrangers. Donc on est évidemment le premier lieu d'accueil des étudiants étrangers, loin devant la Chine. La Chine est le deuxième lieu qui en accueille à peu près la moitié. Donc ça, c'est, je crois, une opportunité importante. Nous n'accueillons pas que des Africains francophones. Il y a à peu près 30% de ces Africains qui viennent de pays non francophones. Donc c'est aussi, je crois, quelque chose que l'on n'a pas forcément à l'esprit. Et je voudrais revenir sur ce que je vous disais à l'égard du développement numérique, entre guillemets, ou en tout cas téléphonique de l'Afrique. Donc ça, c'est le chiffre, c'est un chiffre qui est déjà vieux, puisqu'il a 1 an, et vous savez que ces chiffres évoluent vite, le nombre d'humains qui disposent d'un téléphone mobile. Donc c'est 82%, je pense que ça a dû prendre 3-4% depuis, et ça, c'est le chiffre du nombre d'Africains qui disposent d'un téléphone mobile. Mais je crois que le chiffre qui, moi, m'intéresse le plus, c'est celui-là, c'est le chiffre d'Africains qui disposeront d'un smartphone d'ici 2 ans, c'est 78%, et c'est un chiffre qui est quasiment semblable à ce qu'il en est aujourd'hui dans les pays OCDE. Les pays OCDE sont même un petit peu en dessous de ça, sont à 75% aujourd'hui. Et finalement, un décalage, vous savez que l'Afrique, statistiquement, a souvent des décalages qui se comptent en décennies par rapport aux pays développés. Eh bien, à cet égard, à l'égard de la distribution d'informations Internet, on est quasiment à peu près au même rythme de développement.
Et ça, je crois que c'est une opportunité qui n'est pas perçue. C'est-à-dire qu'on se dit toujours, c'est compliqué de faire des choses, du business, de faire des relations de tout type en Afrique, mais je pense qu'en matière d'éducation numérique, on a là une opportunité qui est absolument incroyable et on ne perçoit pas le potentiel de ça. Alors, je vais vous donner un exemple que j'aime bien évoquer en conférence. Alors malheureusement, j'ai 2-3 slides là-dessus, j'ai pas eu le temps de les charger, mais c'est ce qui s'est passé dans le camp d'Abab, qui est le plus grand camp de réfugiés au monde, qui se trouve dans le nord du Kenya. Ça, c'est une histoire qui est arrivée il y a 3 ans. Et c'est un camp qui est... j'ai failli y aller il y a quelques mois, j'ai pas pu y aller finalement au dernier moment pour des raisons de sécurité. C'est un camp de 500 000 personnes. Et le camp est divisé en deux. Il y a une partie qui est supervisée par l'ONU et qui est contrôlée par l'ONU. Puis il y a une partie qui est tellement dangereuse que l'ONU a refusé d'y assurer la sécurité. C'est la partie nord. Et c'est un camp, juste pour vous donner une idée, quand vous rentrez pas à 19h dans le camp, si vous arrivez après 19h, vous êtes exclu du camp à vie. Vous n'avez plus le droit de rentrer dans le camp. Et c'est un arrêt de mort pour les gens qui sont dans cette situation. Des règles extrêmement strictes. Parfois, il y a des problèmes de supply chain dans l'alimentation de ce camp, parce que une fois l'avion s'est écrasé, et les gens se retrouvent dans une situation extrêmement précaire. Pour autant, il y a quelque chose qui est particulier dans ce camp, c'est que il y a un bon accès à Internet, et ce garçon, Mohamed Bachir Sheikh, il était dans ce camp comme soumis à ce sort tragique comme beaucoup d'autres, et puis il a compris qu'il pouvait accéder à des ordinateurs à peu près de façon illimitée, avec un accès satellitaire. Et première chose qu'il a faite, c'est qu'il a commencé à apprendre l'anglais, qu'il ne maîtrisait pas, donc il a appris l'anglais. Deuxième chose qu'il a faite, c'est qu'il s'est mis à apprendre le code, il a appris le code. Et la troisième chose qu'il a faite, c'est commencer à vendre des services numériques. Et il a d'abord commencé à bien gagner sa vie sur des plateformes comme Elance, WeCode et d'autres. Et après qu'il ait fait ça, il a commencé à former des gens autour de lui, et il a monté une véritable entreprise qui fait que l'année dernière, ils ont gagné $500 000. Donc ça a l'air de rien, mais quand vous êtes dans un camp de réfugiés et que vous faites ça, c'est quand même extrêmement significatif. Et la raison pour laquelle j'évoque cette histoire ici, c'est que je pense que ces notions de distribution de l'éducation qui ont été finalement si limitantes au travers du 19e et du 20e siècle jusqu'à présent, sont en train de disparaître. Alors, je ne vais pas vous faire un cours sur les MOOC, je pense que c'est pas le lieu, mais je pense que j'aime bien évoquer finalement l'origine des MOOC, en tout cas pas de ce qu'on appelle l'e-learning, mais vraiment des MOOC, et en particulier de ce garçon, Sébastien Thrun, qui est quelqu'un que j'estime beaucoup, parce que je pense qu'il a une vision qui s'est révélée pertinente. Vous savez, c'est le premier qu'on considère qui a lancé un MOOC avec tous les attributs classiques du MOOC. Il a lancé un MOOC sur l'intelligence artificielle. Son histoire en soi, elle mérite d'être contée, donc il est professeur à Stanford, c'est le premier qui gagne le DARPA Award, consiste à faire courir un robot sur 120 km en autonomie totale avec de l'intelligence artificielle dans le désert du Nevada, financé par le DARPA. Il gagne ça en 2005, je crois, ou 2006. Et au moment où il a ce prix, qui est quand même un prix très emblématique, ça faisait 8 ans que le prix était en concours, il y avait $1 million à gagner, il annonce quelques mois plus tard qu'il quittera Stanford pour lancer un MOOC. Et quand il lance son premier MOOC, il a l'objectif de recruter 1000 étudiants. Et donc il est prestigieux, il est connu, il a un article remarquable dans le Wall Street Journal, et il lance ce MOOC avec une grande inquiétude, c'est d'arriver à recruter 1000 étudiants. Alors, c'est pas, ce qui est arrivé n'est pas le cas de tous les MOOC, mais pour autant, c'est quand même quelque chose de remarquable. Il recrutera 120, je crois que le chiffre exact, c'est 124 500 étudiants qui seront inscrits sur sa plateforme, et il aura un taux d'attrition qui sera faible, puisqu'il y a 24 500 étudiants qui finiront le MOOC. Et ce qu'il raconte, il fait une conférence qui est, je crois, disponible sur Internet, dans laquelle il raconte qu'il y a à peu près des gens qui sont venus de tous les pays au monde, il y en a qui sont venus du Vanuatu, du Vatican, je ne sais plus quels sont les pays qu'il cite en exemple, mais il y en a d'un petit peu partout. Et il est devenu par la suite un orateur réputé pour expliquer ce que sont les MOOC, mais également, je pense, un des premiers à émettre des critiques, notamment à l'égard du taux d'attrition des MOOC.
Mais je crois que ce que je retiens, c'est le fait que malgré tout, malgré toutes les critiques qu'on peut faire à l'égard des MOOC, c'est la première fois qu'on réalise que, après Gutenberg, on a passé un stade dans la distribution de la connaissance et que le coût de la distribution de la connaissance devient marginal. Donc ce qui reste à résoudre, c'est finalement les protocoles pédagogiques et finalement les moyens de faire en sorte que l'attrition baisse. Et j'aime bien à cet égard évoquer Salman Khan. Donc Salman Khan, c'est la Khan Academy. C'est pas de l'enseignement supérieur, c'est plutôt des petites vignettes de 3 minutes. Mais je ne sais pas si vous avez ça à l'esprit. Enfin, en tout cas, ce sont des chiffres qui parlent pour les gens qui travaillent dans Internet comme moi. C'est 60 millions de visiteurs uniques. 60 millions de visiteurs uniques. Vous mettez ça en relation avec Wikipédia. Wikipédia, c'est 600 millions de visiteurs uniques par mois. Donc Salman Khan, c'est un très très gros site. Je crois que Dailymotion, ça doit faire 120 millions de visiteurs uniques. Et c'est quelque chose qui, par exemple, aux États-Unis, 80% des élèves ont déjà été utilisés Salman Khan Academy et 40% le font une fois par semaine. Donc et ce qui est intéressant, je crois, c'est le fait qu'il a amené une nouvelle forme de pédagogie, c'est-à-dire en disant je fais des vignettes de 3 minutes et je sais que de cette façon, les élèves qui n'auront pas compris n'hésiteront pas à revenir autant qu'ils en ont que nécessaire sur l'explication. Et ce qu'on ne fait pas quand on est comme ici, dans un cours magistral, vous n'allez pas m'interrompre parce que vous êtes poli à chaque minute pour me dire j'ai pas compris ce qui vient de se passer. Et ça, c'est ce qu'on peut faire avec Salman Khan. Et il a écrit un livre dont j'ai oublié le titre, mais que je vous invite à lire, qui est passionnant, finalement sur les modèles pédagogiques, en disant on a inventé les MOOC, on a finalement compris que le coût de distribution de la connaissance était marginal, il faut qu'on se concentre sur la pédagogie et qu'on trouve les contextes pédagogiques qui sont adaptés à chaque situation. Et mon point, vous l'avez compris, c'est de dire que je pense que l'idée de répliquer des cours magistraux, des modèles éducatifs tels qu'il en existe en Occident pour le continent africain n'est pas adaptée pour plusieurs raisons. La première, c'est que je pense que c'est... Ah oui, je voulais vous donner un troisième exemple, pardon, avant de dire l'explication. Troisième exemple que j'aime beaucoup, c'est Sugata Mitra, donc je pense que également un certain nombre d'entre vous connaissent. C'est le promoteur de ce qu'on appelle l'éducation inversée. Donc Sugata, il est d'abord chercheur en sciences dures et il abandonne ça pour vouloir s'intéresser à la pédagogie et fait cette expérience qui est aujourd'hui réputée. Il installe dans un bidonville de New Delhi des ordinateurs dans un mur et il s'en va. Il abandonne ces ordinateurs-là avec des ordinateurs qui ont quand même des contenus très particuliers. Et quand il revient 3 mois plus tard, il s'est obligé à ne pas venir pendant 3 mois et il a laissé un technicien s'occuper des ordinateurs avec ordre de ne pas parler aux enfants. Il y a une petite fille qui vient vers lui, qui l'a reconnu au moment où il arrive vers les ordinateurs et qui lui dit écoute, t'es pas gentil parce que tu nous as laissé des ordinateurs qui parlent qu'anglais, on a dû apprendre à parler anglais pour pouvoir utiliser tes ordinateurs. Et en fait, alors c'est une longue histoire, pareil, il en parle dans sa conférence, il refait l'expérience dans des États très pauvres parce qu'il voulait s'assurer que, étant proche de New Delhi, il n'y avait pas un anglais naturel, les gens ne parlaient pas naturellement anglais. Et finalement, c'est le promoteur de l'éducation inversée qui montre que quand les élèves collaborent entre eux, quand ils sont dans une posture où ils ont du plaisir à apprendre ce qu'ils font, eh bien, ils apprennent beaucoup, beaucoup plus vite que d'autres. Et il a fait des expériences absolument incroyables avec des élèves de 14 à 16 ans, où il est capable de leur faire apprendre des cours de biologie, qui sont des cours très élaborés, à peu près niveau de ce que nous, on a en 2e année de DUG. Il leur a fait apprendre donc de 0 à la 2e année de DUG en l'espace de 6 mois. Alors, vous le croyez pas, mais vous pouvez aller sur son site également. Vous allez voir qu'il explique ça de façon assez précise. Et puis surtout, ça fait l'objet de recherches scientifiques documentées. Et il a gagné le TED Award et d'autres prix en matière d'éducation. Je pense que, encore une fois, ce qui nous montre, c'est que on doit s'adapter au contexte dans lequel on se trouve pour réussir à mettre en œuvre des systèmes éducatifs qui fonctionnent. Alors, la question que je pose, et j'aime bien la poser ici, parce que j'ai un goût de la provocation un peu certain, c'est de savoir si les modèles pédagogiques universitaires tels qu'on les a développés
en Occident, ce sont les plus adaptés pour le continent africain. Il faut voir que même si le continent africain se développe vite, la qualité du système éducatif en Afrique est très faible. Il n'y a pas d'université aucune université africaine qui est dans le top 100 de Shanghai. Et les universités souffrent. Tous les gens qui sont de bonne qualité, malheureusement, sont tentés de migrer en Occident. Et c'est un vrai problème d'avoir un système qui fonctionne. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est qu'il n'y a pas de bourse. Les gens sont souvent en soutien de famille, dans une proportion qui est beaucoup plus importante que la nôtre. Et ils ont souvent des conditions de travail qui font que tous les modèles que l'on a sont des modèles qui sont difficiles. Par exemple, un modèle qui commence à émerger, moi j'ai souvent des discussions avec ça, notamment j'étais il y a peu de temps à Bruxelles et on avait une conversation là-dessus, c'est le modèle des SPOC. Eh bien le SPOC en Afrique c'est compliqué parce que vous avez des centaines de kilomètres à parcourir, même si vous voulez rejoindre un café où vous allez avoir 20 personnes, pour pouvoir discuter de ce que vous voulez faire. Et je pense qu'à cet égard, il faut aussi avoir à l'esprit que l'Afrique a des besoins qui sont des besoins immédiats, extrêmement précis, de techniques. Il peut s'agir de techniques agricoles, de techniques médicales, et dans tous les domaines, vous avez besoin de monter l'Afrique en compétences. Par exemple, le fait d'avoir des formations dans des compétences techniques, comme réparer une voiture ou des choses comme ça, eh bien, nous semble des savoirs qui sont aisément accessibles. Je pense que c'est plutôt tellement accessible que personne n'a envie d'y aller, parce que plutôt synonyme d'échec, souvent dans les pays occidentaux et particulièrement en France. En Afrique, pour pouvoir accéder à un cours sur comment est-ce qu'on répare une voiture, eh bien, c'est quelque chose qui a une très grande valeur, qui est difficile à faire. Et ça, je crois que c'est quelque chose sur lequel on doit réfléchir, et on doit y réfléchir de plusieurs façons. Ce que je vous ai mis ici comme slide, alors, il n'y a plus de slide, donc c'est encore mieux, mais un des exemples que je voulais, évoquer, c'est ce que je vois apparaître actuellement en Afrique. Ce sont un mixte d'incubateurs de start-up et de Fab Lab et de plateformes d'éducation. Alors, il y a des Fab Labs un peu partout. Il y en a un au Togo que j'aime beaucoup parce que c'est un Fab Lab qui est particulièrement versé dans la médecine. Et ce qui est intéressant, c'est que au début, ce qui s'est passé, c'est que c'est des médecins qui venaient des hôpitaux, qui allaient dans les Fab Labs et qui disaient voilà, on voudrait faire une prothèse, est-ce que vous pouvez nous aider? Ça s'est passé comme ça. Et puis après, ces Fab Labs ont compris comment est-ce qu'on faisait donc des prothèses externes, hein, des béquilles en d'autres termes, et puis se sont mis à créer d'autres prothèses pour des gens qui venaient les voir et qui passaient pas forcément par un médecin. Alors l'exemple que j'ai donné ici, bon, peu importe, j'ai pas besoin des slides. Ouais. C'est celui de Ecopen, c'est mon copain Mehdi Benchoufi qui fait ça. Il fait un échographe en open source qu'il a développé, il est en train de le finaliser. Je pense qu'il arrivera à mettre la totalité des fichiers de cet échographe en open source en janvier de l'année prochaine. Et juste pour vous dire, un échographe ça coûte $15 000, le moins cher de tous. Le sien va coûter $150, il va se brancher à un smartphone. Il n'y aura plus besoin d'être médecin pour manipuler ça. Il y aura derrière une plateforme d'analyse basée sur de l'algorithmie de type Big Data qui sera capable de faire des choses qui seront supérieures en termes de diagnostic que ce que peut faire un œil humain aujourd'hui. Et je ne vous parle pas de choses qui sont évanescentes, je vous parle de la réalité de ce qui a été vérifié à ce jour. Et de fait, ça pose la question de savoir comment est-ce qu'on peut distribuer à la fois des techniques, des protocoles et de la connaissance. Parce que là, vous faites exploser à la fois le modèle médical tel qu'il existe, le modèle économique du business model qui consiste à vendre des outillages extrêmement chers et donc qui ne sont pas répandables, et puis également le modèle des opérateurs de ces outils qui sont plus forcément des médecins. Ça peut être des gens qui ont une formation assez rudimentaire à l'utilisation de ce genre de choses. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut voir dans tous les domaines. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure de l'agriculture, mais aujourd'hui, ces plateformes qui vous donnent, enfin, ces systèmes qui permettent de savoir quel est le prix du grain dans les différents marchés, ont été modifiés. Ça s'appelle CKW, c'est en Ouganda, et ces plateformes vous donnent des techniques agricoles et participent également
à l'accroissement de la productivité agricole de l'Ouganda, comme je vous l'ai dit, de 30% par rapport à ce que c'était en 2008, ce qui est absolument considérable. Et donc ça, c'est à mon avis le futur, un des futurs de la distribution de la connaissance en Afrique, c'est-à-dire des savoirs extrêmement pragmatiques, mais repensés dans des chaînes de valeur qui sont totalement différentes à celles que nous avons ici. Et je crois que l'Afrique doit s'attacher à ne pas faire comme nous. Parce que, évidemment, nous, on a un niveau de développement qui est incomparable à celui de l'Afrique, et c'est un grand bienfait. Pour autant, on a du mal à faire cette rupture, qui est ce changement d'univers, de rentrer dans cette société de la connaissance, cette société du numérique qui est en train d'apparaître. Et je peux vous assurer que les réflexes que l'on a, par exemple dans le domaine médical, sont extrêmement difficiles à changer, et il n'est pas du tout exclu que des pays qui sont en développement n'arrivent pas à mettre en œuvre avant nous des protocoles médicaux basés sur le numérique plus efficaces que les nôtres. Alors, j'ai pas le temps de vous faire une conférence sur la médecine et le numérique, mais je peux vous assurer que ça se tient, que c'est crédible de dire que un système qui est pas post-traumatique et pas basé sur la chimie principalement, mais qui est préventif et personnalisé, est potentiellement plus efficace que les systèmes tels qu'on en a en Occident. Donc, ce que l'on peut faire, nous, en France, en Occident, je pense, c'est, plutôt que d'essayer de calquer le modèle tel qu'il existe, c'est d'essayer de mieux comprendre la spécificité de ce qu'on peut appeler des marchés ou des marchés étudiants. Et ça, je crois que c'est très important de le faire. C'est important de le faire dans tous les domaines. Il faut savoir qu'en France, il y a beaucoup d'acteurs qui aujourd'hui se tournent à nouveau vers l'Afrique. Donc ça peut être l'AFD d'un côté, mais ça peut être Vivendi et Hachette de l'autre. Et je pense que ces acteurs réussiront d'autant mieux qu'ils sont capables de mettre en œuvre des systèmes différents. Alors là, j'ai un slide qui est un peu une provocation, mais encore une fois, c'est un art que j'apprécie. Mais je pose également la question de savoir si le système de diplôme académique tel qu'il existe continuera à être approprié à la fois en Occident et à la fois dans les pays en développement. Moi, j'observe dans mon domaine, je ne dis pas que c'est forcément transposable dans tous les domaines, mais que les gens sont de plus en plus pluriels en matière des connaissances qu'ils agrègent, et que parfois, avoir quelqu'un qui a une maîtrise, une expertise dans le domaine des sciences humaines ainsi qui maîtrise le code, eh bien, ça a une valeur très supérieure à deux personnes qui sont des experts dans chacune de ces disciplines. Et donc, ce qui est manifeste, c'est que la capacité à articuler des connaissances est infinie. C'est-à-dire que vous pouvez, dans des contextes qui sont ces contextes de la révolution digitale, avoir une expertise qui est faite de connaissances qui sont des agrégats extrêmement variables. Et il y a un débat, d'ailleurs, aux États-Unis sur la notion de badge, qui sanctionnent des petites connaissances, pas des connaissances académiques. Et je trouve que ce débat s'applique aussi assez bien à l'Afrique, en tout cas de ce que j'en vois quand je m'y promène. J'ai à peu près dit l'essentiel de ce que je voulais vous dire. Je suis en train d'exploser mon temps. Voilà, donc je finis sur... non, c'est pas bon. Donc, je crois que je vous invite... Alors évidemment, il y a beaucoup de gens qui suspectent que j'ai une vision extrêmement prismée par mon parcours d'entrepreneur et de promoteur de cet écosystème de l'open innovation. Personnellement, je pense que c'est extrêmement structurel. Je pense que ça va changer le monde. Je pense que ça va changer la production de biens, mais aussi ça va changer la façon dont ce modèle productif s'articulera avec la connaissance. Et je voulais faire cette présentation qui est sans doute un peu orthogonale avec un certain nombre de propos qui sont plutôt de la transposition, parce que je pense que c'est important d'avoir ça à l'esprit. Et je suis persuadé que une chose qui sera une erreur, c'est de vouloir transposer littéralement les systèmes éducatifs qui existent en France. En Afrique, ça ne marchera pas, tel que je vois que ne marchent pas des systèmes qui consistent à transposer, par exemple, des médias de façon systématique, tels qu'ils existent en France, en Afrique. Voilà, j'en ai fini pour mon intervention. Je ne sais pas si j'ai le temps pour des questions. Ben, on va prendre les questions à l'ancienne, si j'ose dire.
Je vous invite à poser vos questions et à vous présenter peut-être. Celles que vous avez déjà postées sur la plateforme, s'il y en a. Je vous en prie. Bonjour. Vous avez parlé des smartphones. Dans quelle mesure est-ce que vous pensez que ça peut être un support adapté pour l'éducation primaire? Oui, alors les smartphones, évidemment, je pense que ça aussi, ça peut être vécu comme une provocation de dire qu'on va faire des MOOC sur des smartphones. Il faut comprendre que l'Afrique n'accède pas à Internet comme nous. Il n'y a pas de PC en Afrique. Donc il y a le rapport entre laptop et smartphone, c'est à peu près de 1 à 10 aujourd'hui. Donc il n'y en a pas beaucoup. Et il va y avoir des tablettes. Ce qui fait qu'il y a une explosion de smartphones actuellement en Afrique, c'est le fait qu'on a passé la barrière des $40. C'est-à-dire que des acteurs principalement chinois, ZTE en premier lieu, distribuent des smartphones qui, certains d'entre eux, valent $25. Et en fait, je crois que ce qui va se passer, c'est qu'il y aura une massification de ces supports, ainsi que des tablettes, de façon importante. Et ceux qui veulent faire des MOOC doivent les concevoir pour ces plateformes. Pas autrement. Si vous les faites pour des laptops, ça ne marchera juste pas du tout. C'est-à-dire que, ou en tout cas, vous allez viser un public extrêmement réduit, élitiste, et je crois que ça n'est pas l'objectif. Ce qui fait aujourd'hui que les Chinois sont en train de prendre le contrôle économique de l'Afrique, certes, c'est parce qu'ils font des choses pas chères, mais c'est aussi parce qu'ils redesignent leurs offres pour le continent africain. Et je vais vous dire une chose qui est tout à fait étonnante, c'est de voir un certain nombre de pays qui sont pas forcément des pays à bas coût, qui arrivent à faire des offres qui sont spécifiques pour ces pays-là. Les pays qui sont mieux placés pour l'exportation vers l'Afrique, c'est avant tout la Chine. Deuxième pays, c'est les États-Unis. Troisième pays, c'est la Turquie. Le quatrième pays, c'est l'Allemagne. Voilà, donc nous, on a décroché. On a évidemment une relation très forte avec la zone de la francophonie, mais parce qu'on a une mauvaise habitude de vouloir transposer les produits que l'on fait littéralement et de les appliquer sur le continent africain. On a ici un réceptacle de savoir qui est extraordinaire. Si on accepte de faire ce re-engineering à destination de l'Afrique, on réussira parce qu'on a quand même des liens extrêmement forts, à commencer par la langue. Je ne l'ai pas dit, mais c'est quand même extraordinaire d'avoir cette opportunité de pouvoir s'adresser à un bassin de 350 millions de personnes qui parlent le français et qui en plus croissent à tel point que ça deviendra la 3e langue dans le monde d'ici 2030-2040. Une autre question? J'avais cru voir une autre question tout à l'heure. Ah, madame. Alors merci pour cette passionnante intervention. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'opportunités à prendre. Quels seraient les meilleurs chemins pour quelqu'un qui voudrait effectivement, pour ce marché donc de personnes équipées avec des mobiles? Donc il y avait une question sur l'école primaire, il y a également l'éducation secondaire, peut-être à une échelle moins importante, éducation supérieure. Mais quels seraient les bons canaux? Bon, peut-être commencer par les pays francophones où effectivement on a un avantage concurrentiel par rapport aux autres pays. Mais après, c'est-à-dire quelqu'un qui voudrait se lancer, qu'est-ce que vous pourriez lui conseiller? Alors, moi je fais assez souvent des conférences dans des universités africaines et je pense qu'elles sont très en demande de partenariat avec les universités françaises. Alors, tout ça est quand même... il y a une pesanteur bureaucratique, administrative qui est quand même présente. Donc je pense que c'est intéressant de regarder ça, mais pas seulement. Moi j'avais eu fut un temps avec le SCP, avec l'ancien directeur, j'avais eu un échange assez amusant, et on était parti juste avant qu'il quitte l'école, dans des conditions compliquées, pour monter un SPOC, un café éducatif à Dakar. Donc l'idée c'était quoi? C'était de dire que on allait faire des MOOC sur différentes disciplines, et puis on allait créer un lieu qui serait sponsorisé par le SCP. Le budget était extrêmement faible, on parlait de dizaines de milliers d'euros, et on allait inviter les étudiants à valider leurs compétences dans ce café éducatif
à une fréquence qu'on n'avait pas définie, mais qui aurait pu être une fois toutes les 2 semaines. Et l'idée, c'était de faire un laboratoire et de voir si ce modèle était transposable à grande échelle. Et après, d'aller voir l'AFD et de leur dire, écoutez, vous allez nous financer ça dans tout le Sénégal, ça va être sympa, pour une fois, vous allez faire un truc utile. Mais on n'a pas pu le faire parce qu'il a quitté l'école. Mais si quelqu'un est intéressé par cette idée, moi, je veux bien donner un coup de main là-dessus. Alors, j'ai des questions qui ont été posées sur la plateforme. J'en sélectionne 2, celles qui ont été votées. Quid de l'amélioration de l'alphabétisme, pas l'analphabétisme en Afrique, et de l'enseignement de l'anglais? Alors, l'Afrique, c'est un continent divers et il faut surtout pas prendre l'Afrique comme une unité. Vous avez des pays qui se développent de façon extrêmement différente les uns des autres. Si je prends le Rwanda, par exemple, qui est un pays que j'aime beaucoup, le Rwanda, c'est un pays qui a une des croissances les plus fortes au monde. C'est 10% de croissance depuis 12 ans. Si vous allez à Kigali, vous arrivez à l'aéroport de Kigali, vous vous demandez si vous n'êtes pas trompé d'avion et si vous n'êtes pas arrivé à Zurich. C'est impressionnant, il n'y a pas un papier qui traîne par terre. Tous les indices de développement humain du Rwanda sont en explosion. C'est absolument incroyable. Donc c'est un pays qu'on a perdu parce que il y a eu des rapports compliqués dans cette affaire de génocide et ils sont plus dans la francophonie, ils en sont sortis. Et puis vous avez d'autres pays qui connaissent des croissances beaucoup plus faibles et souvent d'ailleurs des pays qui sont des pays francophones. Mais malgré tout, le développement se fait. Un pays comme la Côte d'Ivoire, un pays qui est également en explosion, 10% de croissance, 11% de croissance cette année, 10% l'année dernière. Ça, ce sont des bons indicateurs. Et je pense que il faut, quand on veut réussir en Afrique, il faut partir sur des pays où les indicateurs sont bien orientés pour commencer, avant dans les autres pays, parce que on apprend sur ces pays. Et je vous parle de la croissance parce que il y a quand même, à part dans certains pays comme l'Ouganda, où la croissance économique n'a rien à voir avec les indices de développement humain, parce que c'est une croissance pétrolifère, comme au Centrafrique et dans d'autres pays, des pays comme la Côte d'Ivoire ont une ambition éducative extrêmement marquée, c'est-à-dire qu'ils réinvestissent de façon forte, et ils ont les moyens pour le faire, dans le système éducatif, et les indices en matière d'alphabétisme sont quand même très bien orientés. Ils sont très bien orientés en général, mais ils sont à étudier pays par pays. Vous avez des pays où ça baisse, il y en a quelques-uns où ça baisse, mais très globalement, ça augmente de façon extrêmement massive. Et je suis un peu désolé qu'il y ait zéro offre en matière de pédagogie pour apprendre à lire et écrire et compter. Il n'y a pas d'offre dans ce domaine. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas un marché bancable. Il y a Salman Khan, ça arrive après, ça arrive au niveau des dernières années du primaire plutôt, mais il n'y a pas de pédagogie là-dessus. Alors moi, je travaille avec Agir pour l'école, qui est une espèce de think tank, une association qui travaille là-dessus, sur des systèmes qui sont autonomes en matière de pédagogie, de l'apprentissage, de la lecture et de l'écriture. Et c'est tout à fait étonnant parce que l'idée du protocole pédagogique, c'est de faire en sorte qu'il soit suffisamment amusant pour que les enfants s'en emparent tout seuls et le gardent. C'est évidemment une gageure, c'est compliqué à faire, mais Agir pour l'école semble y être arrivé. Je pense qu'ils feront des annonces à cet égard prochainement. Et évidemment, c'est une révolution de pouvoir faire ça. Dernière question de la plateforme. J'en vois une ici en live. Allez-y. Du coup, on pourrait peut-être penser qu'avec l'arrivée des smartphones, tout ce qui est application pour enfants qui aiderait à l'alphabétisation serait très importante parce qu'il n'y aurait pas besoin de connexion constante. Les applis pourraient être téléchargées quelque part et puis utilisées à un autre endroit constamment. D'ailleurs, je vous dis ça, j'en profite pour vous dire que ZTE, donc ce fabricant chinois, pas seulement, d'ailleurs Samsung fait la même chose, mais ils ont mis en place des plateformes de distribution de systèmes éducatifs. Donc, gratuitement, évidemment, ils font ça, et donc ils s'engagent à installer dans leur téléphone soit des accès à des MOOC distants, soit des applications standalone, autonomes,
si ça touche le domaine de l'éducation. J'ai pas forcément les contacts avec ces gens-là. J'ai vu ça passer sur Internet, mais je trouve que quand vous avez des capacités de massification comme ils ont, c'est évidemment des initiatives qui sont louables. Et une toute dernière question qui prolonge la vôtre. Les acteurs des télécoms peuvent-ils se lancer dans l'éducation en Afrique? C'est le cas en France avec Free et l'école 42, mais qu'est-ce que vous avez comme retour là-dessus? Alors moi j'ai vu l'épopée des télécoms un peu se faire, parce que j'ai beaucoup travaillé dans ce domaine-là. Pour moi, tuyau, tu resteras. Je suis désolé s'il y a des gens qui travaillent dans les télécoms ici, mais non, je pense pas que les acteurs de télécoms aient une capacité à avoir des initiatives qualitatives, durables et massives dans ce domaine. C'est des gateways, des points d'accès, et c'est tout. Et ils ne pourront pas faire autre chose. Ils ont eu de très nombreuses tentatives à cet égard, et je ne crois pas qu'ils ne puissent réussir. Je pense qu'il y a d'autres acteurs qui aujourd'hui cherchent à y aller dans les acteurs économiques. Il y a Bolloré, il monte les Blue Zones actuellement, c'est une espèce de petits villages hyper connectés qui mettent un peu partout dans les pays où ils sont présents. Canal+ et Vivendi veulent également avoir des offres éducatives. Je l'ai dit tout à l'heure, Hachette réfléchit à ça également, pour parler que des acteurs français qui sont sur ce sujet. Orange est un acteur très présent en Afrique et essaye de pousser des initiatives de ce type. Google également, Facebook de même. Donc, tous ces gens-là sont des partenaires potentiels si vous avez des offres dans ce domaine, mais ce ne sera pas eux qui le feront, ils le feront par le biais de tiers, donc c'est autant d'opportunités pour vous. Merci beaucoup pour cette intervention. Je vous invite à l'applaudir. On va faire une courte pause, une dizaine de minutes, c'est ça, Antoine? Et on se retrouve tout de suite après.